comme c'est dit dans le film dont je vous parlais une minute après ici, et donc a fini très solitaire, et donc très pauvre, et donc a fini sa vie dans une toute petite mansarde à Montparnasse. Et donc du coup, dans cette mansarde, il n'avait plus de place pour entreposer toutes ces œuvres monumentales qui s'étaient retrouvées finalement à la cave. Il s'est mis à faire plutôt les œuvres que vous avez vues en bas, qui sont beaucoup plus modestes, petites, et qui peuvent être faites sur une table de travail. Parce que vous vous rendez compte que ça, dans un appartement, travailler sur des tableaux comme ça. Alors, il faut savoir que cette œuvre, qui est sans aucun doute l'œuvre la plus importante de toute sa vie, s'appelle le Fantasofrock, raconte à elle toute seule toute son aventure spirituelle, intellectuelle, ésotérique. C'est à la fois une œuvre d'art singulier, parce que Baskin, on peut le classer autant dans l'art singulier, parce que c'est un art très personnel, personne n'a fait autre chose que ça. Quand on voit son œuvre, on dit tout de suite c'est du Baskin. C'est automatiquement identifiable. On l'a tracé dans l'art brut, parce que c'est quelqu'un qui n'avait aucune formation de rien du tout au niveau artistique et qui a tout développé son art de lui-même, en fait, pour arriver à s'exprimer. Voilà. Il a été un moment classé dans les surréalistes, il a été, puisqu'il a fait partie du mouvement surréaliste, donc pendant plusieurs années, il est resté toute sa vie un grand ami d'André Breton, et de pas mal d'autres surréalistes, donc Victor Bronner, des gens qui étaient proches de lui, et surtout le Corday, Francis Meunier, ce qui explique, alors ceux qui auront la curiosité 2 minutes tout à l'heure, ou de revenir plus tard visiter le musée un de ces jours, il y a les œuvres de Francis Meunier là-bas, on regarde dans l'autre moitié de la salle. Donc Francis Meunier était Corday, membre du groupe surréaliste, et c'est à cette époque qu'il avait rencontré Baskin. Parce qu'après-guerre, André Breton avait demandé à Baskin d'organiser une exposition avec tous les surréalistes les plus jeunes. Et donc, c'est à cette occasion que Baskin avait rencontré Meunier. Voilà, donc il a été un moment dans le groupe surréaliste. Et puis à partir de 1951, il est parti du groupe surréaliste pour faire une aventure solitaire, quasiment monastique, tout le reste de sa vie jusqu'en mai 68. Enfin, un peu après mai 68, juillet je crois, 68. Voilà, ça résume tout, à la fois sa double extraction, puisqu'il était ukrainien, mais il était d'origine juive. Donc il a eu une très grande influence juive, et on le reconnaît ici, pour ceux qui ont le coup d'œil, et ceux d'entre vous qui connaissent un peu l'ésotérisme, par les séphirotes qui sont là. C'est-à-dire que sur ce tableau à gauche, où on vous décline l'alchimie d'une certaine manière, est représenté par 10 sphères qui sont typiques de l'organisation, de la pensée ésotérique juive. En opposition ou en complémentarité, donc je vous dirais plutôt en complémentarité, exactement de l'autre côté, vous avez les ogives gothiques, c'est-à-dire qui représentent la chrétienté. Donc le judéo-christianisme de Baskin, en fait. Judéo-christianisme. Là, il s'agit des opérations alchimiques, et là, je ne vais pas vous en parler maintenant, mais on rentre là-dedans. Il y a un très beau film, et j'espère que vous passerez du temps pour venir le voir, qui passe en permanence ici dans la salle, qui dure à peu près 40 minutes, qui avait été fait par Jean Desvilles, et auquel j'ai eu l'honneur de participer pour dire des textes, et avec Jean-Gabriel Jaunin, avons accompagné en fait Baskin, parce qu'on voit des images de l'INA où on voit Baskin interpréter ce tableau. Donc je ne vais pas le faire là, puisque vous pouvez très bien le voir, fait par Baskin lui-même, tout seigneur, tout honneur. Mais je vous en dis quelque chose, parce que ça représente vraiment tout ce dont on va dire tout à l'heure. Donc l'idée fondamentale, une des idées fondamentales qui est là, est l'unification ou l'unité. On va toujours ça trouver chez Baskin, c'est-à-dire que du nombre, quel qu'il soit, on arrive toujours à l'unique. Donc l'idée, c'est qu'on rassemble le judaïsme et la chrétienté, qu'on va toujours vers le plus pour aller vers le moins. C'est-à-dire l'idée, c'est toujours de rassembler les morceaux qui sont en nous pour aller plus haut. Si vous voulez, la métaphore alchimique la plus courante que tout le monde connaît, transformer le plomb en or, c'est simplement de ce point de vue-là, puisque Baskin est plutôt un spéculatif,
c'est de passer du plus lourd en nous, de tout ce qui est de la matière noire, vous voyez, tout ça, qui est les côtés les plus sombres qu'on a en nous, d'arriver à les dépasser pour atteindre la lumière, l'or, la pierre philosophale, ou la toison de Jason, etc. Enfin bon, il y a plein de symboles qui disent ça, mais c'est toujours une ascension. Vous voyez que tout va toujours vers le haut. Ici, bon, on vous fera l'analyse plus tard, mais simplement dire, là encore, il y a deux éléments, deux principes fondamentaux, un représenté par le lion, l'autre par la licorne, le capricorne, enfin voilà, c'est-à-dire ce qui est de l'ordre de la chaleur, ce qui est de l'ordre du froid, ce qui est de l'ordre de la masculinité, ce qui est de l'ordre de la féminité, etc. Enfin, vous trouverez toujours ces symboles dans Baskin. Voilà, ici ce sont des œuvres. Alors, il faut savoir, c'est une première chose, une première introduction à l'alchimie. L'alchimie est toujours codée. On l'a appelé hermétisme, ça vient de Hermès, le dieu grec, Hermès, mais le nom hermétique, ça veut dire aussi fermé. C'est-à-dire qu'il n'est entendable que par des gens qui ont l'occasion de... Voilà. Alors, pour vous donner un exemple, par exemple, cette partie du tableau, du triptyque, ça ne peut se lire, alors ça se lit de bas en haut, je vous ai dit qu'on allait toujours du bas vers le haut, ça se lit de bas en haut, et on commence ici, ça se lit ici d'abord. Donc si vous ne savez pas à l'endroit où ça commence, vous pouvez, tout peut vous échapper. Ça sera toujours le problème dans tous les dessins, ou toutes les œuvres de Baskin, là c'est la même chose, hein. Vous retrouvez la même chose, c'est-à-dire par où commencer. En fait c'est ça, quand on est devant une œuvre de Baskin, c'est par où commencer pour la comprendre. Donc là, par exemple, là, on va commencer ici. Et alors, il y a des choses qui sont là pour nous guider. On va vers le plus grand nombre jusqu'au plus petit. Et, je vous ai dit, au plus grand nombre vers le plus petit. On va toujours aussi vers du plus sombre vers la lumière. C'est ce que je vous ai raconté tout à l'heure. Du plus noir en nous vers le plus élevé. Ça marche toujours comme ça chez Baskin. Donc là, on va avancer comme ça. En fait, on lit comme ça. Là, ça. Et vous voyez, il y a 6 ogives là. Voilà. Après, on va passer ici, parce que là, il y en a 5. Ensuite, on va passer là, il y en a 4. Ensuite, là, il y en a 3. Et vous avez vu, on passe imperceptiblement du noir, même si on passe par le vert, au blanc, au rouge. Alors ça, c'est les 3 grandes couleurs de l'alchimie. Le noir, le blanc et le rouge. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a que ces 3 couleurs en alchimie. Toutes les autres existent. Mais elles sont très caractéristiques d'opérations précises. Et ensuite, donc ici 2, ensuite 1, là, et ensuite la pierre philosophale là-haut qui rassemble toutes les couleurs. Voilà. Donc ça, il faut toujours trouver l'entrée. C'est pareil pour ici. Celui-là se lit comme ça. Ici, toujours pareil. Vous voyez le rapport entre là et là. Comme ça, ensuite comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. C'est un peu contradictoire à ce que j'ai dit tout à l'heure, parce que là, on part du 1 vers le 6. Mais tout ça, c'est pour aller là-haut. Ça commence toujours par le dé, jeu de dés. Ah, parce que Baskin s'est inspiré d'un très grand poète qui s'appelait Stéphane Mallarmé et qui a dit cette phrase extraordinaire: jamais un coup de dé n'abolira le hasard. Une phrase assez extraordinaire, mais c'est parce que les alchimistes pensent exactement l'inverse, ou quelque chose de complémentaire, mais encore, qui est: il n'y a aucun hasard, et il n'y a jamais de hasard dans rien. Et vous retrouvez ce dé, ça, alors je ne sais pas, vu qu'on avait une autre disposition de la salle, mais il y avait un pot à tanor, là, un four, il est là-bas. Et vous voyez dans les yeux, vous voyez la grande statue qui est là? Oui, Maryse, là, tu la vois devant toi, là? Là, alors, regardez, il y a 2 dés, là, qui font les yeux, en fait. C'est un tanor, un four alchimie, donc les yeux du monstre, la bouche en bas. Les chiffres ont une signification, c'est la dernière chose que je peux vous dire. Donc c'est pas un hasard qu'il y a 6 et 3 là pour les dés. Mais ici, là-bas, on les a recollés n'importe comment. Je vois qu'ils ont été collés. Normalement, aurait dû être aussi 6 et 3. 9. Alors 9, si j'ai l'occasion un jour, je vous en parlerai. Voilà. Il y a un rapport avec tout ce qui est dans l'initiatique d'Occident, dans son œuvre. On retrouve tout. Par exemple, si vous connaissez un peu le tarot initiatique, alors les dés, on va les retrouver ici. Et vous avez vu là, si vous avez pu observer, 9. Le pot est noir, le dé est blanc, et le deuxième dé est rouge. Toujours la même histoire. Du noir vers le rouge, en passant par le blanc.
Vous avez, je vous ai amené en bas un jeu de tarot rare, enfin rare. Le premier jeu de tarot qui a existé en Occident, c'était le tarot des Visconti Sforza. Je vous ai apporté un jeu en bas pour que vous voyez l'allure que ça a. Et si vous connaissez un peu les tarots divinatoires, il y a une carte assez fracassante dans le tarot divinatoire qui s'appelle la Maison Dieu. Ben, vous l'avez là. Alors, si vous avez dans votre tête ceux qui travaillent sur le tarot, vous savez très bien que c'est exactement ça, la Maison Dieu. L'éclair et la tour. Je dis ça simplement pour vous dire, voilà, il y a dans toute l'œuvre de Baskin une influence d'alchimie, alors là partout, de la judéo-chrétienté sur le plan spirituel et de tout ce que l'Occident a apporté d'outils ésotériques, à commencer par le tarot, par exemple. Voilà, vous allez le trouver là. Baskin a illustré énormément d'artistes, et ça je vais vous en parler en bas, et il s'est inspiré de tous les littérateurs qui eux-mêmes avaient fait le même parcours que lui dans les siècles précédents, c'est-à-dire ceux qui ont travaillé aussi sur les mêmes thèmes. Le plus beau peut-être dans toute l'histoire de la littérature, qui serait un Baskin avant l'heure mais dans un autre art, c'est François Rabelais. François Rabelais qui était lui-même prêtre, alchimiste, et grand connaisseur d'ésotérisme occidental. Et ça, on va en parler un peu tout à l'heure. Un autre, puisque je suis parti pour vous citer des grands maîtres de l'ésotérisme occidental qui ont influencé Baskin, Charles Perrault, et vous allez voir en bas, si vous avez commencé à regarder un peu les vitrines, Charles Perrault, donc celui qui a composé les contes de la mère Loi. Bien sûr, il faut penser qu'on est dans de l'alchimie, c'est-à-dire que, comme je vous ai dit, tout était codé, donc c'est bien ma mère, la loi. Mais la loi naturelle, la loi de la recomposition, celle qui est là. Voilà, on va en parler tout à l'heure. Ici, en fait, ce sont les opérations, ça vous pourrez l'étudier dans le film si vous revenez un après-midi ou vous prenez 40 minutes, vous asseyez en face du film et il vous explique ça, les opérations alchimiques là, et ici les métaux et les métalloïdes. Et bien sûr des oiseaux. Enfin, voilà, il y a des oiseaux, puisque en alchimie tout est codé. Alors, je vous rappelle toujours que, et je vais vous faire plusieurs fois, je l'ai fait en bas sur un des petits textes que j'ai mis, je l'ai fait avec la roue, le tarot, parce qu'en fait le tarot, c'est aussi Rota, la roue, voilà. Mais c'est aussi la Torah, donc c'est exactement notre alchimiste juif, la Torah. Mais c'est aussi la déesse égyptienne Hathor. Et bon, je vous ai expliqué ça. Mais donc la cabale phonétique, elle marche comme ça et elle code tout. C'est-à-dire que tous les symboles ici ne peuvent être appelés chez Baskin que de cette manière-là, de manière kabbalistique. Pas avec un K, mais avec un C. La cabale phonétique, c'est-à-dire la transformation des mots. Exemple, je vais vous donner deux grands classiques pour ce qui est de la profondeur ésotérique du christianisme occidental, parce qu'il est très influencé par ça, Baskin aussi, là, mais un exemple est, enfin les deux exemples majeurs que je vous donne et qui vont vous laisser à méditer, et puis après on va descendre en bas. Donc, bon, Michel, l'archange Michel, donc vous savez, Michaïl, alchimie. Gabriel, Jibraïl, algèbre. Donc l'archange Michel est associé à une science, l'alchimie. L'alchimie, c'est l'archange Michel. Est-ce que c'est l'archange qui a inventé la science ou l'inverse? Et Gabriel, l'algèbre. Un autre archange, une autre science. Tous les archanges, une science. 7 archanges, 7 sciences. Voilà. Alors, je vous laisse faire le boulot. Hein, donc voilà, ça c'est extraordinaire, je n'en dis plus rien maintenant. Pour le reste, alors il faut savoir on retrouvera toujours la même chose, y compris dans les sculptures de Baskin qui sont à regarder des heures si vous voulez les étudier. Ici, par exemple, là on retrouve exactement la Maison Dieu. C'est la même. Il faut toujours que vous pensiez, je ne peux pas regarder Baskin comme ça, en 1 minute, c'est impossible. Il faut absolument que je réfléchisse à ce que je vois, sinon je ne vais rien capter. Tout est codé. Mais si je commence à avoir quelques clés, et je vais essayer de vous en donner quelques-unes, là, pas mal, j'essaye en tout cas,
vous allez d'un seul coup, ça va prendre de la lumière. Vous retrouvez exactement ce que j'ai dit tout à l'heure, œuvre au noir, œuvre au blanc, œuvre au rouge. Voilà, un exemple. Alors, vous pensez, une cathédrale, c'est toujours orienté, c'est-à-dire c'est tourné vers l'Orient. C'est tourné vers l'Orient, c'est le soleil qui se lève. Le soleil qui se lève, c'est-à-dire la couleur blanche ou jaune. Blanche. Le soleil va monter, il va monter vers le sud. Vers le sud, il va être jaune. Ensuite, il va aller vers l'ouest et il va devenir rouge. Ça va du blanc au rouge. Ensuite, il va au nord, il est noir. C'est-à-dire, il disparaît. Et rebolote. C'est ça la signification de ça. C'est-à-dire la reconstruction perpétuelle, la spirale. Le noir, le blanc, le rouge. Le noir, le blanc, le rouge. Alors, comme je vous ai dit tout à l'heure, on passe par toutes les couleurs, hein, y compris le vert. Mais c'est-à-dire que le vert n'est qu'une étape intermédiaire dans l'alchimie. Alors, pour finir là-dessus, et je vous laisserai à 2 minutes regarder les œuvres et on va descendre tranquillement. Le noir, c'est une période, ça dépend de quelle manière on regarde les choses. Si c'est au niveau de laboratoire, c'est-à-dire d'un travail chimique, mais ça je vous en parlais tout à l'heure, ça va être la putréfaction des matières, la décomposition des matières, le fait qu'on va attendre longtemps qu'elles se décomposent, décortiquent, tombent en ruine, etc., qu'elles se putréfient. Le blanc, c'est déjà une évolution de cette matière. Alors ça, c'est la même chose pour l'être intérieur, c'est-à-dire le noir, c'est tout ce qui est lourd en vous, tout ce qui est obscur, tout ce qui ne peut pas être saisi par une pensée un peu rationnelle, tout ce qui vous échappe, qui vous fait faire n'importe quoi, ça c'est le noir. Et ensuite, on va vers une purification, comme son nom l'indique. Alors là, c'est surtout l'œuvre noir, c'est putréfaction, le mot. Ici, c'est plutôt purification, c'est-à-dire l'idée qu'on va aller vers quelque chose de plus pur, de plus blanc. Dans les métaux, ça va dire on va passer du plomb à l'étain, de l'étain au mercure, du mercure au cuivre et à l'argent. En fait, parce que l'argent est un métal beaucoup plus pur, plus élevé. C'est pareil sur le plan symbolique, c'est pareil sur le plan spirituel. Voilà, ça dans Basquiat. Et l'or, c'est le summum, c'est le métal qui se putrifie plus, en fait, qui reste, qui ne rouille jamais, et qui est parfaitement modelable, conducteur, tout ce que vous voulez, c'est le truc suprême. Donc l'œuvre au rouge, la transformation intérieure. Voilà. Je ne voulais pas vous parler essentiellement de ça, mais il faut vous donner ces clés minimum, et puis je trouve que cette salle est tellement merveilleuse et magnifique. Donc si vous avez besoin de méditer de temps en temps, n'hésitez pas à venir au musée d'art moderne. Je ne sais pas si, je ne vais pas dire de conneries, mais je ne sais pas si c'est encore gratuit pour les Cordais, l'entrée au musée. Si. Merci Marie-Josène. Donc vous pouvez venir méditer tous les après-midi sur les œuvres de Basquiat. Voilà, si vous voulez, on va continuer en